Bienvenue sur F1 TV pour la présentation de cette saison 2015 de Formule 1. Notre nouveau numéro d'F1 Magazine, le guide 2015, est sorti cette semaine, donc c'est l'occasion de passer un peu en revue les forces en présence avec Nicolas Carpentier, une fois n'est pas coutume. Salut Nicolas. Salut Pierre. Alors, on sait que Nicolas, c'est notre spécialiste, notre féru de technique, entre autres. Et ça va être l'occasion un peu de passer en revue les chances des uns et des autres. Moi, je reviens de Barcelone, donc je peux vous dire que ça a beaucoup roulé. On a accumulé un grand nombre de kilomètres. Ça va très vite, parce que Pirelli a évidemment été chargé d'améliorer un peu les performances, de procurer une meilleure adhérence aux voitures, et ça se voit. C'est vraiment visuellement... on peut le constater. Ce qu'on constate surtout, Nicolas, à l'œil nu, c'est que les Mercedes sont encore devant et bien devant. Oui, alors, a priori, on pourrait se dire que ça va être difficile pour Mercedes de faire mieux que l'année passée. 16 victoires sur 19 Grands Prix, 18 pole positions. Et pourtant, moi, je pense qu'ils peuvent faire encore mieux. D'abord parce qu'ils ont une avance énorme. Aussi parce que leur staff technique est très stable. On a parlé des départs de Joe Clear, d'un ingénieur français chez les moteurs. Mais à part eux, c'est le même groupe qui a produit la W05 qui était déjà extrêmement performante. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils se tromperaient avec la W06. Et je pense qu'on aura vraisemblablement une bagarre entre Hamilton et Rosberg. Pour le tir, c'est sûr. Alors, ce qu'on a constaté aussi tout au long des essais hivernaux, c'est qu'ils ont progressé en fiabilité. Il y a eu très peu de soucis techniques sur la Mercedes. Ils ont fait leur 4-5 000 km avec un seul power unit. Bref, ils maîtrisent. Et entre Hamilton et Rosberg, en revanche, c'est vrai que ça va être intéressant. On va voir si Rosberg est en mesure d'aller chercher Hamilton, si Hamilton n'est pas un peu gavé de son succès, peut-être distrait par ses autres aventures. En tout cas, on sent Rosberg très déterminé, très volontaire. Est-ce que ça suffira ? On verra. En tout cas, il a soigné ses préparations, mais moi je pense que ça se jouera aussi au mental. Je pense que Rosberg a vu le titre lui passer sous le nez, même s'il y avait la finale des points doublés qui a compté. Et je pense qu'il ne voudra pas que ça se reproduise une deuxième fois, et que dans les duels, il sera peut-être un petit peu plus agressif qu'il ne l'a été. Et je pense que ça fera une belle bagarre si, et je pense que ce sera le cas, Mercedes continue à les laisser se battre librement. Tout à fait. Alors derrière Mercedes, il y a encore Mercedes, parce que la Williams, c'est quand même a priori la voiture la plus aboutie ou la plus proche, même si c'est quand même en moyenne, on n'était pas loin d'une seconde au tour sur les long runs à Barcelone, donc ça fait peur quand même. Oui, ça fait peur. Moi je pense que faire mieux pour Williams, ça signifie remporter une course, faire plus de 9 podiums. Donc je pense que ce ne sera pas simple, parce que l'année passée, ils ont quand même bénéficié quelque part du plantage de Ferrari. Et je pense que là, ils vont avoir un petit peu plus d'adversaires derrière eux. Mais là aussi, ils ont étoffé leur staff technique. C'est toujours Pat Simons qui est aux manettes. On sent l'équipe qui est quand même très en confiance, parce qu'elle a bouclé son programme de Barcelone un petit peu plus tôt, parce qu'ils avaient fait, selon eux, tout ce qu'il fallait faire. Ils se sont entraînés au pit stop. Je pense que là où ils doivent progresser, c'est plutôt dans l'opérationnel, dans des stratégies un petit peu plus osées. Et puis je pense qu'ils doivent aussi faire bien pour conserver Bottas, qui a une cote qui commence à grimper de plus en plus. On sait qu'il était approché par Ferrari. Et donc vraisemblablement... Et accessoirement qu'il est managé par Toto Wolff. Si d'aventure une flèche d'argent devait se libérer dans l'avenir, c'est pas forcément pour Alonso ou pour quelqu'un comme ça. C'est peut-être plutôt pour Bottas en pensant à l'avenir. Alors Williams, donc, les best of the rest, comme on dit, mais comme effectivement pour le podium, je pense qu'on peut avoir d'autres clients, et le principal enseignement de l'intersaison, c'est quand même le fait que Ferrari, il y a une nouvelle ère qui commence chez Ferrari. Ferrari s'est regroupé en quelque sorte, et on sent qu'il y a un nouvel élan, notamment symbolisé par Sébastien Vettel, évidemment. Oui, alors on sent qu'il y a un nouvel élan, mais il faut quand même aussi se fonder sur les chiffres. L'année passée, le top 4 des essais privés, c'était 1 Williams, 2 Mercedes, 3 Ferrari, Red Bull était seulement en 7e position.
Donc il faut rester prudent. Ferrari est encore troisième cette année-ci. Je pense que le vrai critère des progrès de Ferrari, ce seront les qualifications. S'ils sont bons en qualification, qui est leur traditionnel talon d'Achille, je pense que là on pourra dire qu'ils ont progressé. Donc ils ont progressé, mais de combien, ça c'est toute la question. Ce qui sera intéressant de voir, ce sera si Sébastien Vettel sort un peu de son rôle, de sa réputation d'être un pilote Red Bull qui ne gagne qu'avec des voitures dessinées par Adrian Newey. Et plus que des victoires pour moi, ce sera la domination qui devra exercer, à mon avis, absolument sur Kimi Raikkonen. Absolument. Alors, Vettel, on le sent vraiment très remonté, et même sur la piste, je l'ai trouvé pas spécialement agressif, mais très précis, très constant dans son travail. Et il a des ambitions, même s'il annonce, la deuxième ligne, quoi. L'objectif, c'est la deuxième ligne. La première, elle est verrouillée, et encore en deuxième ligne, on sait qu'on va se bousculer et qu'il y aura du monde. Mais c'est vrai que battre Raikkonen, c'est un must. Est-ce que Kimi va trouver cette voiture-ci plus à son goût? Bon, moi j'ai un petit peu perplexe avec tout ça. Wait and see. Même si, bon, Ferrari a les ressources nécessaires. Il y a quand même aussi la restructuration, le management qui a changé. Est-ce qu'il y a un vrai leadership? Sans doute dans le chef de Sergio Marchionne. Moi, je n'ai pas l'impression que Maurizio Arrivabene a une autorité légitime sur cette équipe. C'est certainement un type qui connaît la F1 et les arcanes politiques de la F1, mais est-ce qu'il est en mesure d'être un patron à l'intérieur de l'écurie? Moi, je vois plus James Allison dans ce rôle-là, franchement, que le bon vieux Arrivabene. Bien, alors Red Bull, puisque la force suivante, théoriquement, c'est Red Bull. Red Bull, Renault. Alors Renault prétend avoir refait une partie de son retard sur Mercedes, au moins la moitié, nous dit-on à Viry-Châtillon. Sauf que en exploitation, c'est quand même pas évident. On a encore vu pas mal de petits soucis pendant les essais. Oui, apparemment, ils ont rattrapé leur retard en puissance brute, mais à propos de l'exploitation, la facilité d'exploitation, la drivability, comme on dit en anglais, c'est peut-être pas encore tout à fait ça. Je trouve que la compétitivité de la Red Bull, elle est un peu difficile à cerner parce que, comme d'habitude, l'équipe de Christian Horner a joué profil bas pendant les essais hivernaux, ce qu'ils font toujours. C'est la seule équipe avec Mercedes et McLaren à ne pas avoir chaussé de super soft pour faire péter un chrono. Ils sont nouveau 7e meilleur temps comme l'année passée. Moi, je pense qu'ils vont être quand même très bons en course. Alors, on a beaucoup parlé de la révolution de palais chez Ferrari, mais c'est aussi une année de changement pour Red Bull, puisque c'est la première année où Adrian Newey va prendre effectivement du recul. Il a dessiné la voiture, mais plus avec son bras droit Peter Prodromou, qui est maintenant chez McLaren. Et puis aussi, c'est la première année sans Vettel. Or, Vettel, qui a été un peu mis dans l'ombre par Ricciardo, c'était quand même la référence technique. Et la finesse de l'analyse technique de Vettel va peut-être manquer à Ricciardo et Fiat. On va voir à l'usage. En tout cas, c'est sûr qu'ils avaient adopté la tenue de camouflage et qu'on n'avait pas grand-chose à comprendre parce que, oui. Alors, moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que le moteur n'est pas encore aussi souple, aussi facile à utiliser effectivement que le Mercedes ou même que le Ferrari. Et que là, il y a encore du travail, mais je crois qu'ils en sont conscients chez Renault. Alors, Toro Rosso, bon, c'est à peu près... Ils sont très bien. La voiture de James Key, je pense qu'elle est assez proche de la Red Bull. Avec les deux jeunes, ça va être sympa. Plutôt Verstappen, qui est déjà impressionnant de facilité que Sainz. Et puis, bon, la suite du peloton, Sauber, Lotus, Force India, qu'est-ce qui t'a inspiré pendant ces essais? Lotus, moi, je dirais que la première chose qu'on peut dire, c'est que ça va être plus facile. Enfin, ils ne peuvent pas faire aussi catastrophique que l'année dernière, sauf que ils ont le même moteur que Williams. Et donc, ils seront en comparaison, en concurrence directe avec Williams, puisque là, ce sera les ingénieurs d'Enstone contre les ingénieurs de Grove. Et je pense que ce n'est pas une position aussi facile que ça. Il faudra d'abord que la voiture, la 23, qui a été conçue avec peu d'ingénieurs, puisqu'on sait que Lotus s'est séparé de quelques ingénieurs avant de les réengager. Avec moins de moyens, disons, voilà. Même si les ressources sont assez proches entre Williams et Lotus. En revanche, moi, ce que j'ai vu, la voiture est assez réussie, je crois. Mais pour l'instant, voilà, en développement, ils ne sont pas encore là.
on se rend compte que sur les long runs, elle a du mal. Hein, l'usure des pneus, enfin, on voit la chute de performance chronométrique assez rapidement par rapport à la Williams notamment. Mais bon, pour Romain Grosjean et pour Pastor d'ailleurs, c'est l'occasion vraiment, et on les sent quand même rassurés, parce que ce moteur Mercedes, c'est vrai que ça vous facilite la vie dans la mesure où voilà, ça part au quart de tour, il y a zéro problème, et tous les périphériques fonctionnent très bien. La preuve, Force India, ils débarquent les derniers avec une nouvelle auto le vendredi, ils ont fait 130, 150 tours le samedi. Enfin, ça vraiment, ça change la vie. Et chez Lotus, ils nous l'ont dit aussi, sans vouloir critiquer Renault outre mesure, on les sentait quand même dans une autre dynamique avec Mercedes. Alors McLaren Honda, enfin, hein, le dernier de la classe, c'est un peu surprenant, mais ça peut s'expliquer quand même parce que Honda a une guerre de retard sur la concurrence. Oui, ils ont quand même 1 an de retard. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on peut se dire, oui, ils ont eu plus de temps pour se préparer, pour faire tourner le moteur au banc d'essai, sauf que rien ne remplace l'expérience de la piste, de mettre un moteur dans un châssis. C'est quand même quelque chose de différent que du travail théorique. Je pense qu'aussi ils ont été très ambitieux et donc ils ont fait un moteur complexe dans un châssis très complexe et donc on les sent hyper ambitieux, ils veulent absolument franchir un cap, donc ils ont pris des risques techniques calculés, prétendent-ils, sauf qu'ils ont fait quand même extrêmement peu de kilomètres, ils ont fait 15 tours de plus que Force India alors en passant 3 fois plus de jours. Donc moi je ne pensais pas qu'ils allaient être aussi loin, je suis un peu surpris de voir Honda avoir des problèmes de joint, utiliser un joint McLaren. Oui, des problèmes de qualité, de contrôle de qualité. Et puis bon, McLaren, ils ont quand même été, comme tu dis, très radical dans cette voiture, sur le plan aéro, etc. Est-ce que c'est pas too much? Voilà. À mon avis, ça va être une année où ils vont quand même déguster, en espérant quand même que Fernando Alonso retrouve toute sa verve et toute son énergie, sans jeu de mots idiot. Oui, parce que ce serait quand même dommage d'avoir quitté Ferrari au moment où Ferrari reprend du poil de la bête, donc on espère quand même que ce choix sera le bon pour lui. Tu sais qu'il est allé à l'hôpital pour recharger ses batteries, bien sûr. Oui, et puis c'est vrai qu'Éric Boulier a signé une décharge pour que voilà. puisse partir. Voilà. Eh bien, on terminera sur ces jeux de mots, effectivement un peu laborieux, mais néanmoins, voilà, on sait que pour Fernando, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire, en espérant quand même qu'il soit sur la grille à Melbourne. Nous, on y sera tous, évidemment, vous serez certainement derrière vos petits écrans. Et on sera là pour débriefer tout de suite après sur F1 ITV.